Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis Olivier Lemaire, chercheur à INRAE Colmar. Donc je dirige l'équipe de virologie de la vigne et également transmission de virus par vecteur. Et je vais vous présenter un autre projet du plan national dépérissement qui est le projet Vaxivine. Et on l'a entendu tout à l'heure, c'est bien une stratégie pour pouvoir envisager de vivre avec le cournouet, parce que là, il n'y a pas d'autres alternatives que de vivre avec le cournouet. Là, on est vraiment sur une maladie endémique, édaphique, tellurique. Elle est dans le sol, elle est dans le vignoble, elle est dans les vignobles historiques. Donc, et rien qu'en venant jusqu'ici à Davaillé, sur les coteaux, vous êtes bien placé pour le savoir. J'ai vu pas mal de vignes panachées, j'ai vu des foyers de cournouet. Donc, inutile d'insister sur la gravité de ce dépérissement viral. C'est vraiment un dépérissement d'origine virale. Donc, je vais vous présenter les premiers résultats de ce projet Vaxivine du plan national dépérissement 2018-2021. Donc, contrairement à Lutte en Vie, on est en fin de première phase de projet. Et donc, on a quelques résultats à vous présenter. On est en Champagne, on est sur la route des Blancs, on voit le village de Cramant un petit peu en haut, là sur la gauche, et on voit un foyer de cournouet. Et vous allez voir, ce foyer de cournouet, ça a été pris en 2014 ou 2016, je ne sais plus, et vous allez voir le même foyer de cournouet en 1994. Et vous verrez que c'est une maladie qui inexorablement s'étend, quelles que soient les techniques même agressives avec l'utilisation de nématicides qui étaient utilisées jusqu'à présent. Voilà, alors, contrairement aux maladies précédentes, notamment au GPGV, là, les postulats de corps sont parfaitement réalisés. On connaît l'agent pathogène, on connaît le vecteur. Donc, l'agent pathogène, c'est bien un virus, c'est le virus du cournouet, le Grapevine Family Virus, qui est un virus à ARN bipartite. Il a 2 ARN génomiques, numéro 1, numéro 2, ARN1, ARN2. Donc vous verrez que ça complexifie les études, puisqu'on va faire beaucoup d'études de génétique de population, enfin même de génomique de population. C'est un peu comme le Covid, c'est un virus qu'on va détecter par exemple par RT-PCR. Donc on va utiliser son génome pour le détecter, l'identifier très finement. C'est un virus qui est transmis justement par un nématode du sol, qui est Xiphinema index, en l'occurrence pour le GFLV. Il y a une exclusivité de transmission et une spécialisation extrême entre le vecteur, le nématode vecteur et son virus, ce qui fait qu'on a un pathosystème extrêmement efficace. Je dis bien extrêmement efficace parce qu'il suffit d'un nématode dans 1 kilo de sol pour transmettre la maladie. Donc il est complètement illusoire de vouloir éradiquer le pathosystème du sol. Ça, c'est pas possible. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut arrêter de cultiver la vigne pendant au moins 10 ans. Donc là, mais c'est économiquement irréalisable, donc c'est même pas une stratégie qui est proposée. Et bien sûr, l'autre, c'est Vitis vinifera, la vigne. Alors bien sûr, les vinifera, les cépages sont très sensibles, marquent les symptômes. Les porte-greffes, beaucoup moins, mais il y a une telle charge virale dans les porte-greffes que c'est même pas la peine de rechercher des gènes de résistance dans ces porte-greffes. Puisque ce qu'on sait, c'est que c'est l'homme en fait qui multiplie le plus le virus, puisque par la bouture, la greffe, les déplacements de sol, ça c'est très important. Si vous avez un vignoble cournoué, surtout ne pas sortir le sol et le mettre ailleurs. Alors je dirais pas qu'il faut nettoyer les roues de tracteur, mais si vous faites un sous-solage, nettoyez bien. Si vous êtes dans une zone cournouée, terminez peut-être par vos zones cournouées, par vos foyers de cournouée, mais faites attention à vos outils de sous-solage qui peuvent emmener des morceaux de racines et de la terre et du nématode. C'est un ver microscopique qu'on ne peut pas voir d'ailleurs. On l'identifie à la loupe. Donc voilà sur le pathosystème. Et alors, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler de la vaccination, je vais vous parler de 2-3 choses, des projets de recherche qu'on mène à Colmar, parce que comme c'est une maladie complexe, on va agir sur plusieurs leviers. Donc on a 3 leviers, on a le vecteur, le virus et l'hôte. Et donc au niveau du vecteur, on mène bien entendu des études fondamentales sur les interactions entre la particule virale que vous voyez ici, une représentation tridimensionnelle de la particule à partir d'études de biologie moléculaire et de cristallographie. On a pu reconstituer la particule virale, donc c'est vraiment le GFLV, c'est pas une image
fictive, hein, c'est vraiment une image réelle du GFLV, et on a pu identifier au niveau de la structure de la coque, hein, il faut se rendre compte que cette particule fait 30 milliardièmes de mètre, donc c'est tout petit, c'est 30 nanomètres. Hein. Et donc on a identifié au niveau de cette particule quelques acides aminés qui interagissent spécifiquement avec le nématode. Je vous enlève ça. Ah oui, ça ira mieux. Merci. Qui interagissent avec le nématode et qui expliquent cette spécificité de transmission entre le nématode et le virus. Et l'étude de ces interactions très fines nous permettrait, je parle peut-être au conditionnel, d'envisager des stratégies qui permettent de casser l'interaction en fait entre le virus et le nématode. Parce que si on casse cette interaction, la transmission ne se fait plus, donc on n'a plus de maladie. Alors, on a également des outils, on en parlera très très rapidement, qui sont des petits anticorps, les nanobodies, comme leur nom l'indique, des tout petits anticorps que l'on peut manipuler assez facilement en biotechnologie, qui sont des outils multi-usages et qui en particulier nous permettent de détecter les virus. D'ailleurs, on est en train de développer des nanobodies pour détecter les virus de l'enroulement, pour détecter le GPGV. Donc ça permettra d'améliorer le diagnostic de l'ensemble de ces maladies virales et peut-être au-delà aussi. Ce que je vais vous présenter également à la fin de l'exposé, c'est un autre projet du Plan national dépérissement, qui est le projet Jacinthe, qui consiste à évaluer l'intérêt de jachères nématicides. Vous avez sans doute entendu parler de ces jachères, ces couverts de service qui permettent de diminuer le potentiel infectieux d'un sol. Et vous verrez éventuellement l'intérêt de combiner des stratégies. Ma dernière diapo vous montrera ça. Donc on avance également sur la connaissance de molécules bionématicides. Je dis bien bionématicides parce qu'elles sont exprimées, extraites de plantes, voire de granulés, et qui permettent de limiter fortement les populations de nématodes. Et puis bien sûr, c'est des expérimentations au vignoble avec en particulier notre partenaire Multifolia. Alors au niveau de la vigne, c'est des stratégies de résistance au virus que l'on développe. Donc elles peuvent être biotechnologiques et génétiques. Alors juste pour mémoire, mais j'en parlerai pas au-delà, c'est que au niveau biotechnologique, on a construit à l'INRA de Colmar des porte-greffes transgéniques qui expriment soit un petit morceau du génome du virus, soit justement ces petits anticorps recombinants. Et on a fait la preuve de concept en confinement qu'on arrivait à avoir de l'immunité. Donc on arrive à avoir un porte-greffe qui n'est plus hôte du virus. Alors bien entendu, on est sur des stratégies OGM classiques. Donc on a fait la preuve de concept que ça fonctionnait. Voilà, on arrête là parce que c'est pas voilà, au niveau de l'acceptabilité sociale, on va dire que ces OGM ne sont pas à considérer. C'est sur le plan scientifique, c'est intéressant de travailler là-dessus, mais voilà, pas au-delà. Par contre, et là je vais en parler juste après, on a mis en évidence chez le Riesling une résistance génétique. Alors on parlait tout à l'heure des résistances génétiques à l'enroulement. Pour l'instant, dans les accessions, dans l'ensemble des ressources génétiques Vitis vinifera, on n'a pas identifié, enfin on ne les a pas vraiment beaucoup recherchées, mais on n'a pas identifié, et là quand je parle on n'a pas identifié, c'est au niveau international, hein, de la recherche à l'échelle internationale, on n'a pas identifié de gène de résistance au virus de l'enroulement. Par contre, on a identifié pour la première fois un facteur de résistance vis-à-vis du GFLV. Chez le cépage Riesling. Et je vous dirai pourquoi on ne l'a pas vu bien avant que ces quelques dernières années. Et puis, on est en train de mettre en place l'édition du génome de la vigne. C'était la question posée par Madame tout à l'heure, qui peut permettre d'aller plus vite sur l'amélioration génétique. Et je parle bien de résistance génétique, mais qui, à l'aide des biotechnologies, peuvent nous permettre de gagner beaucoup de temps, voire une dizaine d'années, voire peut-être même plus. On pourra en discuter justement lors des ateliers cet après-midi. Alors au niveau du virus, et là ça va être le cœur de notre sujet, c'est que on va développer des résistances, on va tâcher de développer des résistances induites par et contre le GFLV. C'est-à-dire qu'on va baser cette stratégie sur quelque chose qui ressemble à la vaccination et qu'on appelle la prémunition. Prémunition, protection croisée ou cross protection en anglais.
Et vous allez voir les premiers résultats de cette approche, à la fois sur le plan de la connaissance du virus, parce qu'avant de... Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi il faut vraiment connaître la diversité des populations de virus, parce que comme on va travailler sur des virus vaccinants, il va falloir que ces virus vaccinants soient relativement proches génétiquement des virus présents dans les parcelles. Et ces nouvelles technologies, Guillaume en a parlé tout à l'heure, ce sont ces nouvelles technologies de séquençage à haut débit qui vont nous permettre de répondre à toutes ces questions de génomique de population virale, de phylogéographie, et pour mettre en place des expérimentations en vignoble. Voilà, et puis tout ça pour aboutir à la gestion intégrée du pathosystème cournoué, pour espérer vivre durablement avec le cournoué au travers de combinaisons d'approches, d'itinéraires innovants, et puis bien sûr d'essais au vignoble, parce qu'il faut la preuve de concept, c'est au vignoble qu'on l'établit et sur des pas de temps de plusieurs années. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'avec l'IFV, nous sommes en train de créer un laboratoire partenarial qui s'intitule Vitivirobiome et qui va intégrer ces nouvelles technologies de séquençage à haut débit pour des questions de recherche, mais également pour des questions sanitaires, voire des questions de certification. Et on va je vais juste vous faire un tout petit focus sur les nouvelles techniques de détection des virus. Ah, j'ai été un petit peu vite là. Voilà. Donc avant de parler de ce laboratoire, avant de parler des HTS, le cournoué de la vigne, voilà, c'est une dégénérescence infectieuse qui est endémique dans tous les vignobles, donc c'est pas limité à la France, mais on le retrouve partout, ce virus, vraiment partout. C'est en fait, pourquoi on le retrouve partout, c'est parce que c'est probablement un des virus les plus anciens, en tout cas pathogènes, décrits sur vigne. Et même on le retrouve dans des fresques, dans des textes qui datent de l'époque romaine. Donc même à l'époque gallo-romaine, on connaissait déjà cette maladie de dépérissement. Le cournoué existait déjà à cette époque. Elle occasionne plusieurs centaines de millions d'euros de pertes annuelles. Et puis, un petit peu comme pour le GPGV, on le retrouve quasiment partout. Donc, il y a au moins 2/3 du vignoble national touché, en expansion. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la situation en 94. Vous voyez 2 foyers qui sont relativement indépendants. On a eu coalescence de ces 2 foyers. Puis là, actuellement, voilà la photographie 2014-2022. Donc le foyer est encore plus grand aujourd'hui, sauf si des mesures ont été prises depuis d'arrachage et peut-être de replantation avec des plantes nématicides ou des granulés, etc. Mais en tout cas, vous avez une illustration de la... Je ne sais pas ce que j'ai fait là. J'ai vu... Ah bah voilà. Non mais on va annuler. Merci. C'est fantastique. Voilà. Et voilà, donc au centre d'un foyer de cournoué, malheureusement vous connaissez cette situation, on a des cèpes qui sont complètement dépérissants. Si on fait de la complantation au bout de 3-4 années, ça crève. Donc il n'y a quasiment plus rien à faire ici. Et voilà, c'est par rapport à ces situations spécifiques que justement le projet Vaxivigne, on l'espère fortement, va pouvoir vous apporter des solutions. Voilà, alors j'ai parlé des stratégies génétiques de lutte contre le cournoué, donc ça c'est pas du tout dans les programmes du PNDV, mais c'est quand même un événement important sur le plan scientifique pour vous en faire part. C'est qu'on a identifié justement chez le Riesling une résistance au virus, donc au GFLV, localisée sur le chromosome numéro 1, donc on a réussi à cartographier le locus de résistance, et on est en train d'étudier le déterminisme génétique de cette résistance. Vous aviez une question ? Ah, pardon. Et voilà. Donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, donc on est sur le chromosome numéro 1, on a des marqueurs microsatellites. Et voilà, ce facteur de résistance s'appelle RGFLV1. Donc, c'est un gène de résistance naturelle, j'insiste bien là-dessus. Et donc, on est en train d'étudier
Le mécanisme de cette résistance, le déterminisme, on le connaît, maintenant c'est l'étude du mécanisme. On sait que c'est une résistance récessive, donc il faut qu'il soit à l'état homozygote pour que ce gène s'exprime. Et justement, les perspectives, c'est la création de porte-greffes qui combinent. Alors vous connaissez Nemadex, donc c'est déjà un porte-greffe intéressant, puisque c'est une résistance qui provient de vignes sauvages américaines, de muscadine, qui confère à ces porte-greffes dans lesquels on a introgressé ce gène de résistance, une résistance aux nématodes vecteurs. Donc là, c'est une résistance au vecteur. Et on pourrait, quand on arrivera à introgresser, à identifier, introgresser ce gène de résistance au virus dans ces porte-greffes, c'est d'avoir des super porte-greffes qui expriment une résistance à la fois au vecteur et au virus. C'est un petit peu l'objet de cette thématique. Et les nouvelles biotechnologies pourront peut-être nous apporter des réponses, enfin en tout cas pourront peut-être nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'élaboration de ces nouveaux porte-greffes, mais ça on pourra en discuter cet après-midi. Voilà, donc on l'a rappelé tout à l'heure, c'est Céline qui a rappelé qu'il y avait la vigne hébergeait beaucoup de virus. D'ailleurs, j'en ai encore quelques-uns dans les cartons qui ne sont pas encore publiés. Alors, vous inquiétez pas, c'est des virus qu'on détecte tous les ans, enfin, des nouveaux virus qu'on détecte tous les ans, parce que avec l'avènement de ces technologies de séquençage à haut débit, on étudie ce qu'on appelle le virome de la vigne, le microbiote viral. Vous avez entendu parler du microbiote intestinal, donc c'est quelque chose maintenant qui commence à être vraiment développé et même très très accessible en ce qui concerne la viticulture. Céline l'a également dit, les infections multiples sont la règle, avec la notion de virome, grâce justement à ces nouvelles technologies de séquençage à haut débit. D'ailleurs, vous les connaissez, puisque quand on parle de variants de Covid, quand on suit l'épidémiologie de cette pandémie, on utilise justement ces technologies de séquençage à haut débit pour rechercher les mutations ponctuelles. Parce que c'est ça tout l'intérêt de ces méthodologies, c'est qu'on sait non seulement que c'est du Covid, on sait non seulement que c'est un variant de type Omicron, par exemple, mais on sait que c'est le variant B2, et parce qu'on connaît la mutation ponctuelle qui fait que ce variant a des nouvelles propriétés biologiques. Donc c'est cette connaissance extrêmement approfondie, extrêmement fine, puisqu'on va au nucléotide, on va jusqu'à la mutation ponctuelle. Donc c'est pour vous montrer la puissance de ces outils qu'on utilise maintenant quasiment, j'allais le dire, en routine, en virologie de la vigne, quasiment en routine. Si ce n'est que le prix est quand même encore un petit peu élevé. Voilà, donc en fait, exploitation du virome, il y a des virus pathogènes, on en a parlé, GPGV, enroulement, vitivirus, cournouet. Il y a des virus, ils sont là, ils font partie du microbiote et on peut envisager, c'est un concept non seulement envisageable mais sur lequel on travaille, on peut envisager d'avoir des virus bénéfiques. Il ne faut pas voir le virus comme étant uniquement pathogène, il peut être bénéfique. On est proche d'une chèvrerie. Donc, voilà, c'est pour ça. Oui. Donc ça veut dire que j'ai... Pas de conclusion. Voilà. C'est vrai qu'on a mangé un peu de fromage de chèvre hier. Voilà. Donc c'est l'exploitation de cette hypothèse de virus bénéfique qui permet d'évaluer l'intérêt de cette protection croisée ou prémunition pour espérer résister aux formes pathogènes du cournouet. Et je vais parler maintenant du projet Vaxivine. Voilà. Donc les analyses de population virale sont un prérequis à l'évaluation de cette stratégie. Donc je vais vous parler très très rapidement. On doit arrêter vers quelle heure là, juste pour... On doit arrêter à midi ? Midi 10. D'accord. Bon, alors je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est vrai que si je prends du temps sur vous développer... Voilà. Donc en fait, les méthodes de détection des virus de la vigne. Donc maintenant, on intègre. Alors vous connaissez, l'indexage biologique, c'est l'expression de symptômes à partir de greffage d'une vigne infectée par une virose sur un indicateur qu'on appelait, c'est un vitis, une plante indicatrice qui exprime les symptômes. Vous connaissez le test ELISA. Vous connaissez maintenant avec le Covid la PCR et la RT-PCR. Et aujourd'hui, donc on a développé une méthodologie pour la vigne, pour les virus de la vigne. C'est là d'ailleurs la seule méthodologie de détection des virus de la vigne sans a priori. C'est-à-dire qu'on va rechercher dans un échantillon
tout type d'informations génétiques étrangères qui ne soient pas de la vigne. Donc on va pouvoir identifier les virus, d'autres formes de virus qu'on appelle les viroïdes, et on peut, et potentiellement pour l'instant c'est pas le cas dans le laboratoire sur lequel on est en train de développer, mais à terme on pourrait éventuellement rechercher les phytoplasmes, certains champignons, la flavescence dorée. Enfin, on pourra éventuellement rechercher maladie de Pierce, Xylella, etc. Donc ça fait partie de méthodologies extrêmement puissantes qui nous permettent justement de travailler sur la génétique des populations. Alors ça a démarré avec le projet Génome humain, donc le séquençage du génome humain. Et juste pour vous donner un chiffre, c'est-à-dire qu'au départ, dans les débuts des années 2000, on estimait, enfin c'est pas qu'on estimait, c'est qu'il fallait 100 millions d'euros, 100 millions de dollars hein, pour le séquençage d'un génome humain. Aujourd'hui, on est à 1000 dollars. Donc, il y a pour vous montrer l'énorme progrès, enfin les progrès réalisés dans ces technologies de séquençage à haut débit, c'est qu'on a divisé par 100 000 les coûts entre le début des années 2000, donc il y a 22-23 ans, et aujourd'hui. Ce qui veut dire que maintenant, on peut envisager d'utiliser ces technologies en routine, des technologies extrêmement résolutives, puisqu'encore une fois, on va pouvoir étudier les molécules, les ARN viraux, dans leur intégralité, donc les séquences complètes. Donc on n'y est pas encore pour les phytoplasmes ou les bactéries, parce que c'est des génomes beaucoup, beaucoup plus importants, mais en tout cas pour les virus, on étudie les séquences complètes virales à l'aide de ces approches de HTS. Donc ces analyses vont nous permettre de réaliser des analyses exhaustives des populations de virus, c'est ce que je viens de dire, de les analyser dans la totalité du génome et identifier, bien entendu, tous les variants. Et ça, c'est le point essentiel à la prémunition, c'est identifier les variants à la fois qui sont associés à de la symptomatologie et à des symptômes graves de Cournouet. Et c'est essentiel dans la compréhension de la prémunition. Donc là, c'est juste une illustration de ce qui se passe au vignoble, parce qu'en fait, ce projet est parti du constat de terrain en situation Cournouet. Et donc notre collègue Géraldine Huriel du comité Champagne avait cette formule et que vous vérifiez sans doute vous personnellement dans vos vignes, c'est qu'au sein d'un foyer de Cournouet, donc les plants ont l'air complètement démunis, et ils le sont par rapport à cette maladie, au sein de ce foyer, on peut avoir effectivement, on la voit mal ici, mais une vigne qui a l'air complètement saine, non symptomatique. Et quand on analyse cette vigne, on a du virus, du GFLV, du virus du Cournouet, et dans cette vigne-là. Donc, en fait, tout est parti de ce constat-là, et de se dire, voilà, il y a sans doute quelque chose qui fait que cette plante est prémunie de la maladie du Cournouet. Alors, par rapport à ça, il y a des études qui avaient été réalisées par mes prédécesseurs à l'INRA de Colmar, en lien avec un pépiniériste qui est dans la région, c'est les établissements Guillaume. Et à partir de là, on a commencé à faire ce qu'on pourrait appeler de la sélection massale, donc de récupérer ces pieds de vigne, notamment du chardonnay, et puis les multiplier, vérifier de la stabilité du phénotype dans le temps, etc. Et voilà une illustration de ce que pourra être la prémunition quand on sera arrivé au bout des différentes expérimentations. Vous voyez ici, à droite, une parcelle prémunie, justement, avec un chardonnay issu de ces sélections massales. Et puis, à gauche, la parcelle non prémunie. Donc, vous voyez qu'on était dans un foyer, mais vraiment très... Donc, c'était exactement... La situation était exactement celle-ci avant que le viticulteur, on est du côté de Chablis, là, n'ait planté cette parcelle avec ses pieds prémunis. Et il a restauré la viabilité économique de sa parcelle grâce à ses plants prémunis, en association, alors j'insiste là-dessus, avec un itinéraire culturel adapté. Donc là, 2 leviers, prémunition et itinéraire technique. Et alors, vous pourriez me dire, voilà, c'est très bien, c'est super, on s'arrête là, donnez-moi l'adresse, on va les acheter. Bon, alors déjà, c'est du chardonnay. Bon, alors ça vous va bien, mais ça peut sans doute pas fonctionner partout. Mais surtout, bien entendu, on a fait des essais multilocaux avec ce matériel, et malheureusement, ça ne marche pas partout, et loin de là. Et notamment, par exemple, on a fait des essais en Champagne, et en Champagne, ça ne marche absolument pas. Et donc, c'est par rapport à ce constat, il y a des situations que ça marche,
où agronomiquement c'est super, et d'autres situations où ça ne marche absolument pas. Donc c'est ça qui a fait qu'on a démarré ce projet Vaxivine pour la compréhension de ce qui se passe. Et c'est passé là. Oui, bon, je passe sur le fait que c'est une solution de biocontrôle, mais on pourra en discuter. C'est vraiment du biocontrôle, hein, la prémunition. Donc au niveau de l'acceptabilité, je pense que là, on est tous d'accord que, décidément, hein, c'est... Je me demande s'il n'y a pas une perturbation liée à quelque chose. Ouais, je peux essayer de le remettre là. Non, mais c'est... Voilà, donc on a vu tout à l'heure les symptômes de GPGV d'enroulement. Donc vous voyez ici quelques symptômes de Cournouet. Vous voyez qu'il y a une variabilité extrêmement importante de la symptomatologie, à la fois au niveau des feuilles, des décolorations, de la panachure, du jaunissement, du rabougrissement, en fonction des origines géographiques, en fonction des cépages, et puis en fonction effectivement des conditions environnementales. Le symptôme, à mon sens, le plus important et qui vous concerne directement, c'est la coulure millerandage, et puis avec des pertes de rendement qui peuvent dépasser les 80% assez habituel, enfin, de façon habituelle quand on rencontre les formes graves du Cournouet. Donc en fait, c'est génotype de vigne, variante GFLV, qui sont les principaux, on va dire, paramètres au niveau de l'expression des symptômes. Et ça, on l'a montré justement par rapport à ces études réalisées à Colmar. C'est que quand on croise ici cépages avec des variants parfaitement identifiés de GFLV, ici ce sont les variants notamment F13 B844, et là on a réussi, alors je ne vais pas développer ça parce que ça prendrait trop de temps, mais on a réussi à obtenir des vignes mono-infectées avec ces variants, parce qu'au vignoble, je l'ai dit très très vite, mais on a systématiquement un cocktail de variants de GFLV dans toutes les vignes, et un variant souvent très différent d'une vigne à une autre, même deux vignes proches l'une de l'autre. Donc on a réussi à obtenir des vignes mono-infectées avec un variant donné de GFLV. Et vous voyez ici le comportement du variant F13 sur Chardonnay. Alors je n'ai pas mis le témoin à côté, mais il est quasiment du même ordre. Donc on a peut-être ici 10 à 20% de perte de rendement, hein, si on fait des mesures précises. Vous voyez ici le GFLV F13 sur Gewürztraminer. Donc on a visuellement à peu près la même chose. Par contre, quand on s'adresse au variant B844, qui est relativement divergent de celui-ci, hein, il y a peut-être 10 ou 15% de divergence. Sur Chardonnay, tout se passe bien. Par contre, sur Gewürz, vous voyez l'interaction entre c'est édifiant, l'interaction entre le variant de virus et le cépage. Alors justement, tout ça, ça veut bien dire que la prémunition, et justement là vous commencez à avoir des petites clés de réflexion, c'est vraiment une interaction, enfin en tout cas l'expression des symptômes soit graves, soit faibles, soit de la non-symptomatologie, ça va vraiment être basé sur un croisement entre variant viral et puis cépage. Décidément, on est très... Il ne faut pas s'approcher trop près de l'écran. Alors, la prémunition... Pour d'autres, c'est déjà une stratégie utilisée sur d'autres productions végétales. En particulier, alors c'est quoi la prémunition? C'est effectivement inoculer un variant viral qui produit des symptômes atténués afin de protéger les plantes contre une infection ultérieure par des variants agressifs du même virus. Donc ça s'apparente en fait à de la vaccination en utilisant des variants atténués de virus. Je ne vais pas parler de souches virales parce que là il y aura trop de confusion dans la salle, donc de variants viraux atténués. Et des exemples, donc on a un exemple actuellement, on a un produit qui est commercialisé en Europe contre le virus de la mosaïque du pépinot, en culture de tomates sous abri, et il y a également contre le virus de la tristezza des agrumes, la prémunition a été développée notamment en Amérique du Sud, en Floride et un petit peu en Espagne, pour lutter contre cette maladie virale avec succès. Donc c'est pour vous dire, ces deux exemples vous montrent bien que c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves, et c'est une stratégie qu'on peut considérer en viticulture. C'est une réaction indirecte, le mode d'administration de ces vaccins? Alors justement, là, on pulvérise les particules virales. Là, c'est une solution de particules virales atténuées. Là, on a ici un arbre non prémuni, vous le voyez ici. On le voit à peine, il est là. Ici, on a un arbre prémuni, après quelques années
donc de confrontation entre la maladie. Donc, vous voyez ici la différence, c'est pareil. Et cet arbre-là prémuni a été prémuni en pépinière. Donc on a inoculé au départ les jeunes plants de citrus avec une forme atténuée du virus. Et ensuite, on l'a implanté en verger. Et pour la vigne, ça sera pareil. Donc on va d'abord prémunir la vigne en pépinière. On va multiplier la pépinière, donc il va y avoir une filière de prémunition, de prémultiplication de matériel prémuni, et puis ensuite implantation en parcelle de vignes préalablement prémunies. On va dire que les vignes sont primo-infectées par le virus atténué avant d'être mises en parcelle. C'est le point de départ. Et l'autre, ce qui est très important et ce qui est sorti de ces études, de ces exemples d'application de la prémunition sur notamment le virus de la tristezza des agrumes, c'est qu'il faut une proximité génétique entre les virus hypoagressifs et hyperagressifs. En clair, ça veut dire que le mieux, c'est de trouver dans une parcelle ou dans les parcelles atteintes de Cournouet, sur le chardonnay par exemple, des formes atténuées, et puis travailler sur ces formes atténuées pour revenir ensuite réimplanter ces formes atténuées dans le foyer de Cournouet après arrachage des vignes. C'est un petit peu l'idée en fait, de faire un petit peu de la prémunition à façon. Alors ce projet Vaxivine, donc oui, je vais peut-être pas trop avoir le temps de trop développer, mais cet après-midi on pourra reprendre ce diaporama. Donc l'objectif, c'est de vérifier l'intérêt de la prémunition comme méthode de biocontrôle, donc pour protéger la vigne des formes graves de la maladie du Cournouet, en venant avec des variants caractérisés hypoagressifs, censés protéger la vigne prémunie des variants hyperagressifs transmis par nématode. Il s'agit bien ici de lutter contre la transmission naturelle du virus. On ne va pas pouvoir utiliser par exemple, alors voilà, c'est une question que vous pourriez me poser, est-ce qu'on pourrait prendre un rameau ici de cette vigne prémunie et venir la greffer sur une vigne en place dans laquelle on a la maladie? Pour l'instant, on ne l'envisage pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne le testera pas, mais pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Donc c'est vraiment ce schéma-là, c'est de venir avec un plan, un pied, un cep prémuni, et l'installer de novo dans une parcelle avec la symptomatologie forte de Cournouet. Alors ce projet Vaxivine nous a permis de sélectionner des variants naturellement peu agressifs. Donc maintenant, on a au moins une cinquantaine de virus vaccinants candidats à la prémunition, qui viennent de différentes régions, donc associés à différents cépages. Donc vous verrez qu'on a quelques cépages emblématiques sur lesquels on a des candidats à la prémunition. Et ce projet nous a permis surtout de caractériser les variants, la diversité génétique des populations de GFLV, et de cette façon-là faire une cartographie très fine de la génétique de population de GFLV, de façon à comprendre, ça c'est très important, les facteurs impactant l'efficacité de la prémunition. Alors là, je vais aller très vite parce que je préfère arriver aux dernières dias de cette présentation. Retenez simplement qu'on a fait des études phénotypiques en parcelle, dans le vignoble champenois, sur des vieilles parcelles de chardonnay Cournouet, et on a mesuré la stabilité phénotypique, à la fois qualitative, donc panachure, déformation, rabougrissement, et puis quantitative, donc sur les composantes du rendement, nombre de grappes, poids par grappe et poids par pied. Et à chaque fois, entre les années 2016 et 2020, on a, par condition, on était toujours dans les mêmes classes de symptômes. Quand on avait un pied asymptomatique où on avait présence du virus, eh ben on avait stabilité des composantes du phénotype, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Et quand on avait une forme grave, on restait bien sûr sur une forme grave. Le plus intéressant étant qu'on n'a jamais, pendant les 5 ans de l'étude, observé une réversion d'une forme atténuée vers une forme agressive, une forme grave. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, puisque ça permet d'envisager la prémunition comme une stratégie durable, puisqu'on a une stabilité de la symptomatologie, de la non-symptomatologie, liée à la présence de ces virus atténués dans la vigne.
ça a été fait sur Chardonnay, mais ça se vérifie sur d'autres cépages également. Voilà, donc on est maintenant en mesure de proposer une stratégie opérationnelle pour la prémunition au vignoble, par rapport à ce que je viens de dire, identifier des isolats hypoagressifs autochtones, préparer du matériel végétal primo-infecté, implanter des essais de prémunition, et en fonction de l'absence ou de la présence de virus indésirables dans le matériel qui est prélevé en parcelle, notamment présence par exemple des virus de l'enroulement, ce pas de temps va prendre entre 2 et 4 ans. Au niveau du laboratoire, on a également recruté fin 2021 une jeune scientifique dont le projet de recherche est de travailler sur les mécanismes de la résistance induite par la prémunition. Et donc, les connaissances qu'on va pouvoir acquérir dans le domaine de cette résistance induite vont être extrêmement utiles, puisque ça va nous permettre de développer des outils d'aide à la décision pour sélectionner les variants les plus intéressants et adaptés, bien entendu, à la fois au cépage et aux terroirs dans lesquels ces plants prémunis seront implantés. Donc voilà, donc actuellement, on travaille sur la preuve de concept au vignoble. Donc on est en train d'implanter de nouveaux essais. On va également travailler sur la labellisation de cèpes prémunis. Ça veut dire qu'on va pouvoir associer à un plant prémuni on va dire la carte d'identité génétique à la fois du virus et du virome présent dans ces pieds prémunis. Donc on va avoir une précision extrême dans la connaissance de ces pieds prémunis. Et puis mettre en place un protocole de pré-multiplication hors sol avec les interprofessions, l'IFV et puis les pépiniéristes. Alors bien sûr, le verrou important, c'est l'inoculation du virus à la vigne. Là, on voit la tête du vecteur. Ici, on a Xiphinema index. On voit ici le stylet qu'on appelle odontostyle. On voit ici donc il arrive dans des cellules et la façon de se nourrir, qui va permettre au virus d'être à la fois transmis et qui va lui permettre de l'acquérir, c'est justement le fait qu'il va s'alimenter dans les cellules. Et ça, cette piqûre de nématode au niveau des jeunes racines, des radicelles, là on est dans la zone d'extension de la racine, on est dans la coiffe, est extrêmement efficace pour transmettre le virus. Ce nématode, s'il est virulifère, la vigne va être contaminée. Juste par cette piqûre unique, on va avoir contamination de la vigne. Oui ? Du coup, prémunir les nématodes, sinon ? C'est une des alternatives, sachant qu'on a des élevages de nématodes. Le problème, c'est que si on met ces élevages de nématodes dans un sol où il y a déjà des nématodes virulifères, où il y a des populations indigènes, autochtones, je pense que la fitness des nématodes qu'on va introduire sera beaucoup trop faible pour concurrencer les nématodes en place. C'est que des questions d'équilibre. Bien sûr, on y a pensé, c'est une très bonne remarque, mais je pense que le point de départ, mais c'est une très bonne remarque, parce que le point de départ, c'est de mettre du matériel avec les virus atténués, donc de trouver, alors là je ne rentre pas dans le détail, mais on pourra développer, donc c'est très compliqué, c'est la méthodologie qui nous permet d'inoculer la vigne pour l'instant, donc vous voyez que c'est assez compliqué. L'idée, c'est de pouvoir injecter directement le virus purifié à la racine. Mais effectivement, ce qu'on peut envisager, et c'est un peu aussi une des hypothèses qui seront développées dans le deuxième volet de Vaxivine, c'est de pouvoir substituer les populations pathogènes de virus portés par les nématodes par les populations de virus atténués. C'est-à-dire qu'on sait que le nématode héberge plusieurs variants viraux, et en particulier, il va pouvoir acquérir les variants atténués d'une vigne prémunie, et puis potentiellement les transmettre aux vignes alentours, et puis potentiellement, comme le virus, parce que je n'ai pas du tout parlé du mécanisme, mais le virus, les variants agressifs vont être défavorisés par rapport aux variants atténués présents dans la vigne. On peut avoir une substitution des populations de virus qui va pouvoir ensuite, pourquoi pas, le rond de Cournouet que vous aviez, qui était un rond dans lequel on avait des formes pathogènes du virus, pourquoi pas, pourrait être remplacé par des formes très peu agressives du virus. C'est un petit peu cette idée-là de restaurer la biodiversité de la parcelle en y remettant des virus peu pathogènes, voire non pathogènes pour la vigne, même si ce sont des virus du Cournouet. C'est un petit peu l'idée derrière tout ça, de substitution des populations. 2 minutes.
2 minutes. Alors les principaux, on y arrive, hein, les principaux résultats, c'est de proposer une stratégie opérationnelle au vignoble et puis mettre en place des essais, hein, des essais démonstrateurs, essais pilotes. Alors retenez simplement qu'on a maintenant beaucoup de candidats. Donc quand je dis candidats, ce sont des virus du GFLV, des formes atténuées de GFLV, adaptées, parce que vous avez bien compris que c'est une interaction entre le variant et le cépage. Donc on a déjà des candidats sur Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir, Grenache, Mourvèdre, Gewürztraminer. Et voilà, donc bon, on va constituer une collection de virus qu'on conserve, qu'on multiplie, qu'on étudie. Mais derrière, peut-être qu'un variant atténué de Gewürz, pourquoi pas, pourrait... Il ne faut pas que je m'approche trop près. Pourquoi pas pourrait être utilisable sur du cinsault ou sur un cépage ou du savagnin, par exemple, qui est relativement proche du Gewürz. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'idée. Voilà. Et puis, il y a un autre point important, c'est qu'on a, donc vous vous souvenez de la parcelle à Chablis que je vous ai montrée. Donc, on a récupéré le sol de Chablis, on a récupéré les virus pathogènes de Chablis, les nématodes de Chablis, et on a en serre, donc on a reconstitué cette parcelle dans des conditions expérimentales, en conditions contrôlées en serre. Et au bout de 2 ans, on a montré qu'effectivement, on avait exclusion des virus, des GFLV pathogènes dans ces conditions-là. Donc on a montré effectivement en confinement que ce qui était observé au vignoble à Chablis, on le reproduisait en serre. Donc conceptuellement, c'est quelque chose qui est vérifié et qui peut marcher. Voilà, alors au niveau des... Bon, je vais passer là-dessus. 30 secondes. Voilà, donc le projet Vaxivine 2 là, qu'on a soumis au PNDV et qui pourrait démarrer déjà à l'automne 2022, donc sur 42 mois, nous permettra de faire la preuve de concept et puis de vérifier l'efficience de cette stratégie, déterminer les facteurs y contribuants, donc derrière pouvoir dégager des outils d'aide à la décision, élaborer des protocoles pour cette filière de prémultiplication de plants prémunis et mettre en place une dizaine d'essais, sachant que les premiers essais ont été plantés cette année en Champagne et vous avez des essais qui sont en phase de déploiement également en Bourgogne, notamment du côté de Vaune-Romanée et puis dans d'autres sites de Bourgogne sur Pinot Noir. Donc les 2 cépages, et ça vous intéresse directement, sur lesquels on aura les premiers résultats, ça sera sur Chardonnay et Pinot Noir. Donc vous êtes très bien placé en Bourgogne pour bénéficier des premières avancées sur cette stratégie qui va nous permettre, je pense, très, très sincèrement, de pouvoir vivre avec le Cournouet d'ici quelques années. Je donne l'horizon 2030 pour le déploiement de cette stratégie au vignoble. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, et on pourra Olivier. en discuter, bien sûr. Cet après-midi. Merci beaucoup. Désolé pour le timing. Voilà, donc c'est juste pour montrer les différents partenaires du consortium Vaxivine. Voilà. Merci. Bon, on va quand même prendre le temps de quelques réactions. C'était d'un haut niveau, là. Attention. Réactions, commentaires. Une question de Christine. Ces plants prémunis, quand ils sont testés, ils ressortent positifs. Ils vont pouvoir être certifiés. Alors, c'est la question. En fait, oui, bien sûr. C'est ça toute la problématique. Et c'est ça tout l'intérêt des HTS. C'est que ces plants vont sortir positifs en ELISA, vont sortir positifs en RT-PCR. On va même pouvoir les quantifier. On va voir qu'il y a énormément de virus dans ces plants. Par contre, c'est les HTS qui vont nous permettre derrière de pouvoir dire ce sont des variants prémunis. C'est pour ça que je parle de labellisation. C'est qu'on s'engage au travers de cette filière de prémultiplication à distribuer aux pépiniéristes du matériel dans lequel on connaît le variant viral, le variant de Cournouet, de GFLV. Enfin non, je ne vais pas parler de Cournouet, le variant de GFLV qui est censé protéger la vigne d'une surinfection. Et surtout, on va avoir une traçabilité absolue. C'est-à-dire que si on va pouvoir retrouver ce variant dans le vignoble, et ça va nous permettre justement de montrer si on a exclusion des formes pathogènes.
Et c'est bien pour ça que cette filière de prémultiplication sera adossée en particulier par rapport à ce laboratoire Vitivirobiome. Et on est en train de travailler, parce que là je parlais de 1 000 $ ou 1 000 €, grosso modo c'est 1 000 € pour une séquence complète, enfin pour l'étude, pour la détermination du virome d'une vigne individuelle. Mais là on va pouvoir, je pense, facilement diminuer par une centaine, entre 20 et 100, on va pouvoir diminuer entre 20 et 100 les coûts liés à ces analyses HTS pour identifier formellement la forme non pathogène du GFLV. Mais c'est une... Alors oui, pour aller un petit peu plus loin, c'est une réflexion qu'on a abordée au CTPS, puisque voilà, on est quelques-uns à en faire partie ici, sur cette certification ou cette labellisation de pieds prémunis, parce qu'on ne peut pas certifier une vigne qui héberge un virus réglementé. Voilà, mais ça, oui, je ne suis pas sûr que ça... Mais on en parlera cet après-midi. Il y aura un plan sur la labellisation. Ouais. C'est relié à un cahier des charges, qui sera un cahier des charges très exigeant, très spécifique. Et puis, surtout, c'est du matériel de niche. Et de toute façon, il sera interdit, probablement, de le distribuer hors des zones Cournoué. Et donc, il y aura, au départ, un diagnostic précis une partie de question. De présence du nématode dans le sol, du pathosystème dans le sol. Parce qu'il est hors de question d'amener ce matériel dans des zones où il n'y a pas de virus, quoi. Deuxième question. Pardon. Et le traitement au chaud ne fait rien? Le traitement au chaud ne fait rien? Alors, le traitement chaud ne sert à rien. Par contre, oui, non, vis-à-vis des virus, non. En général, non. Les seuls, alors on a parlé tout à l'heure, c'était Mathieu qui parlait, sur le GPGV, d'assainir les vignes par rapport au virus. Il y a quelques techniques qui existent, mais qui sont extrêmement lourdes. C'est du greffage d'apex, c'est en gros de la culture in vitro, et même de la régénération de vignes à partir de calembriogènes. Là, on peut se débarrasser des virus. Mais après, c'est des pas de temps extrêmement lourds. Mais par contre, par rapport à votre réflexion, ce que je peux dire, c'est que le virus du Cournoué est très fragile. Il n'aime pas les hautes températures, un peu comme nous. Donc, dès que ça dépasse 30-35 degrés pendant quelques jours au vignoble, il est indétectable dans les parties aériennes. Donc on peut justement, et c'est un peu le problème, c'est qu'on peut avoir, si on fait mal l'échantillonnage, et pareil pour le GPGV et d'autres virus, on peut très bien avoir des parcelles fortement symptomatiques. On fait un échantillonnage, un test ELISA négatif. Ah tiens, il n'y a pas de virus. Si, il est là. Sauf que la thermothérapie l'a éliminé de la canopée, la partie aérienne. Mais par contre, alors là, il se régale dans les racines. Inutile de vous dire que dans les racines, il est très très présent dans les systèmes racinaires. Solarisation, thermothérapie. Oui. Allez, une dernière pour la route. On pourra reparler de tout ça lors de l'atelier cet après-midi. On pourra même passer un peu plus de temps sur certains. Monsieur le maire est loquace, il faut le stopper. Voilà. Merci beaucoup.